Avant de commencer, donc je tiens à remercier Jean Piret, le maire de la commune de Soins, pour m'avoir invité, les membres du comité de restauration de l'église de Soins pour l'organisation de cette conférence, et Pierre Delacour, membre du conseil municipal, pour sa forte implication dans cette rencontre. Donc la conférence que vous allez suivre n'a pas pour objectif de vous prouver que le linceul de Turin est un authentique linceul du 1er siècle, ni même de vous dire qu'il est le vrai linceul du Christ. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, des points de vue tant historiques que scientifiques, il est quasiment impossible de l'affirmer. Des certitudes existent, mais quelques faits ne permettent pas d'être affirmatifs à 100%. Cette conférence a pour vocation de vous aider à comprendre ce qu'est le linceul et surtout ce qu'il n'est pas. De récentes découvertes permettent de démontrer qu'il ne peut plus être daté du Moyen-Âge et qu'une nouvelle datation est nécessaire. Donc je vais procéder en 3 parties. La première partie, je présenterai donc le linceul de Turin pour ceux qui ne le connaissent pas ou peu. La deuxième partie, je ferai la présentation des documents historiques, scientifiques et médico-légaux faits directement sur le linceul de Turin. Enfin, en 3e partie, j'expliquerai les dernières découvertes affirmant que le linceul nécessite une nouvelle datation pour savoir quand il a été fabriqué. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de faire une brève présentation du linceul de Turin pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc un petit mot d'abord sur la sémantique. On parle encore trop souvent du saint-suaire ou du suaire de Turin. Un suaire ou soudarion en grec désigne un tissu de petite taille, une serviette destinée à essuyer la sueur. Ceci n'a rien à voir avec l'objet dont nous allons parler. À l'évidence, et qu'il soit authentique ou non, cet objet est un linceul, du mot sindone, objet de grande taille destiné à recouvrir un cadavre. Nous oublierons donc le terme de suaire pour parler donc de linceul. Ce linceul est conservé actuellement et depuis le XVIe siècle à Turin en Italie. C'est un tissu de grande taille. Il fait 4,42 m de longueur pour 1,13 m de largeur. Bien souvent, ceux qui voient le linceul de Turin pour la première fois ont du mal à comprendre les différents éléments qui le composent. En dehors de l'image bien connue, on peut voir des traces de brûlures provenant de l'incendie de 1532 qui embrasa la chapelle de Chambéry et le reliquaire d'argent dans lequel il était plié. On voit également des patchs de tissu de lin qui ont été cousus en 1534, ainsi qu'une grande toile dite de Hollande à l'arrière du linceul, tissée par les Clarisses de Chambéry pour consolider le tissu à la suite de l'incendie donc de 1532. Donc ces patchs et cette toile ont été retirés pour une restauration qui a été faite en 2002. On voit également des taches d'eau latérales et centrales qui ne sont pas disposées au hasard. Des taches de brûlure plus anciennes aussi sont visibles, dont l'origine est pour l'instant inconnue. Le linceul est composé de 2 parties. Une partie qui est le corps principal du tissu et une bande latérale cousue au corps principal. On peut voir également de chaque côté de la bande transversale des parties manquantes. On ne sait pas quand elles ont été retirées ni par qui. Enfin, on peut voir l'endroit où fut découpé en 1988 l'échantillon pour la datation carbone 14. Le tissu. Donc il est extrêmement fin et souple. Il fait environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Donc on peut le comparer actuellement à un t-shirt moderne au niveau de la souplesse et de l'épaisseur. Donc c'est un tissu de très grande qualité et c'est un tissu qui est composé uniquement de lin. C'est important pour la suite. Le visage est la partie de l'empreinte la plus dense. Vu de quelques mètres, ce visage est aisément reconnaissable. Si on se rapproche à moins d'1 mètre, si on suppose que vous ne connaissez pas le linceul, qui pourrait dire avec certitude que la photo de droite représente une partie du visage ? Ceci est une première caractéristique fondamentale de l'image. L'image n'a pas de bord net. Ses limites semblent se fondre dans la couleur du tissu. Cette caractéristique fondamentale est en soi très difficile à reproduire. Le deuxième point essentiel est son extrême superficialité. Je parle de l'image. Vue en lumière rasante, comme sur cette photo, l'image semble
comme posé sur le tissu. Cette photo a permis de découvrir un pli à peine visible qui court sur toute la longueur du linceul. Madame Fleury Lamberg, une spécialiste mondiale des tissus anciens, et avec d'autres chercheurs, elle a mis en évidence le fait que de chaque côté, que le linceul était plié en accordéon. Ça explique aussi pourquoi on a une répartition précise des taches d'eau, comme on peut le voir dans l'exemple de droite. L'image représente, alignée tête bêche, la face ventrale et la face dorsale d'un homme barbu ayant les bras repliés sur le bas du ventre. La seule façon d'obtenir une telle image est d'imaginer que le corps fut déposé sur le linceul, puis celui-ci replié au niveau de la tête, pour recouvrir entièrement la partie ventrale du corps, comme représenté sur la peinture du bas. 2 points sont importants à noter. Il n'y a pas d'image des parties latérales du corps, et le deuxième point, c'est l'absence d'image au sommet du crâne. L'image comporte 2 éléments très différents, l'empreinte du corps et les traces ressemblant à du sang. Éclairée par l'arrière, l'image est simplement invisible. Ceci confirme le caractère superficiel et très peu dense de l'empreinte du corps. Ici, les zones où se trouvent le visage, les mains et les pieds. Par contre, le sang, lui, est bien visible, contrairement à l'empreinte. Il arrête la lumière et imprègne le tissu. Donc on note aussi que les taches d'eau sont très visibles. En 2002, eut lieu une restauration secrète du linceul. Celle-ci, accomplie par Madame Fleury Lamberg, consista en particulier à découdre et enlever donc la toile de Hollande dont je vous parlais précédemment, et qui avait été cousue en 1534. Ainsi, en 2002, et pour la première fois, la face arrière du linceul put être examinée. À gauche, vous voyez l'endroit où on voit donc l'empreinte. À droite, la même zone, mais sur l'envers. La conclusion est claire, il n'y a pas d'image sur la face arrière du tissu, ce qui confirme sa superficialité, alors que le sang, lui, a traversé le tissu. Donc l'image et le sang sont définitivement 2 faits bien distincts. L'image représente un homme qui porte toutes les marques d'une crucifixion. Clous au niveau des mains, clous dans les pieds. Crucifié, mais aussi flagellé. Plus d'une centaine de marques évoquant la flagellation se retrouvent sur la majeure partie du corps, face ventrale comme face dorsale. Donc la photo de droite, c'est une représentation, c'est des marques qui ont été faites pour bien mettre en évidence les traits, les coups de la flagellation. L'histoire nous apprend qu'il y eut des milliers de personnes crucifiées dans l'Antiquité. Mais celui-ci, donc l'homme du linceul, portait en plus une couronne d'épines, ou plutôt un casque d'épines, et une plaie au côté. Un seul homme, à notre connaissance, a subi cela, flagellé à la romaine, on verra plus tard, avec une couronne d'épines, crucifié puis transpercé d'un coup au côté. Donc il s'agit bien évidemment de Jésus de Nazareth, selon le récit de sa passion dans les évangiles. Est-ce l'authentique linceul du Christ ou sa représentation par un génie inconnu? La science et l'histoire peuvent-elles répondre? C'est ce que nous allons voir. La science commença à s'intéresser au linceul de Turin lorsque Secondo Pia, en 1898, prit la première photo du linceul et découvrit, en développant le négatif photo, un corps d'une incroyable précision anatomique et des détails qui n'étaient tout simplement pas visibles sur le linceul. En 1930, le médecin Pierre Barbet, après de nombreuses expériences sur des cadavres, conclut que l'homme du linceul était mort par asphyxie et crucifié avec des clous au poignet, contredisant ainsi des siècles d'iconographie chrétienne. En 1973, Gilbert Raès fut autorisé à prélever une petite bande de tissu dans un coin du linceul. Il découvrit qu'une partie de cet échantillon possédait des fibres de coton intimement liées au lin, alors que tout le linceul n'est fait que de lin. En 1978, pendant plusieurs jours, un groupe d'une trentaine de scientifiques pluridisciplinaires, appelés le STURP, furent autorisés par le Vatican à examiner le linceul en prélevant des échantillons de surface, faisant des centaines de photos, d'analyses, etc. Leurs résultats furent publiés dans des revues scientifiques et font encore référence. Au niveau de l'histoire,
On sait que ce linceul apparaît de manière officielle et certaine vers 1357 à Liray, c'est en Champagne, dans la famille de Charny. Il est ensuite vendu en 1453 à la famille de Savoie, puis il est légué en 1981 au Vatican. Jusqu'en 1988, et grâce aux résultats du STURP, des différents chercheurs et des médecins, nous savons que l'image n'est pas une peinture, mais une déshydratation et une oxydation des fibres du linceul. Je détaillerai après. Aucune méthode connue ne permet de reproduire l'image. L'image est celle d'un cadavre qui n'est pas resté plus de 48 heures dans le linceul. L'image possède des caractéristiques extraordinaires spécifiques au linceul de Turin, et les taches rouges sont bien du sang. Donc l'homme du linceul porte toutes les plaies de la Passion du Christ, mais il manque des documents historiques pour le faire remonter avant 1357. En 1988, le Vatican autorise le prélèvement d'un échantillon de tissu pour dater le linceul de Turin par la méthode du carbone 14. Et les résultats tombent comme un coup près. En 1988, le linceul est daté entre 1260 et 1390. Mais pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire. Les scientifiques et les historiens ne sont pas arrêtés à 1988 et cette datation. Et l'un d'entre eux, Raymond Rogers, un des savants qui étudièrent sur place le linceul en 1978 et qui, lui, admettait la datation carbone 14, décida dans les années 2000 d'étudier de près quelques fils prélevés à 2 ou 3 cm de la zone carbone 14 et des fils de cette même zone. Et ce qu'il découvrit allait tout changer. Je vais d'abord commencer par le mot linceul dans les évangiles. Donc il y a dans les 4 évangiles canoniques une référence à un linceul utilisé pour ensevelir la dépouille du Christ. Mais des termes différents sont utilisés pour le décrire. Pour les évangiles synoptiques, c'est-à-dire l'évangile de Marc, Matthieu et Luc, lorsque Jésus est descendu de la croix, Joseph d'Arimathie dépose le corps du Christ et l'enveloppe dans un linceul. Donc on peut voir les différents textes en français utilisés pour décrire l'ensevelissement. Donc c'est le terme syndone qui peut être traduit directement par linceul, qui est utilisé pour décrire le linge. Plus loin, Luc utilise le terme autonia, qui est un pluriel et peut être traduit par des linges. L'évangile de Jean est plus descriptif. Jean précise que selon la tradition juive, le corps du Christ est lié dans un linge. Et lorsque lui et Pierre arrivent au tombeau, ils voient les linges affaissés et le suaire roulé à part ou au même endroit selon les traductions. Donc Jean emploie aussi autonia, décrivant des linges, donc un pluriel pour les linges funéraires. Syndone pourrait être aussi le matériau, la toile de lin, et autonia, les pièces fabriquées à partir de cette toile. D'où le pluriel de Jean pour le terme autonia. Donc tout ça pour dire que si le linceul de Turin est vraiment l'authentique linceul du Christ, au niveau des évangiles, que ce soit Jean ou les autres évangiles, il peut être donc intégré dans les termes utilisés par les différents évangélistes. Je vais parler maintenant de l'iconographie du visage du Christ. Donc il n'y a aucune description du visage du Christ ou aucune description physique dans les évangiles. De ce fait, dans les premières années du christianisme, les premiers chrétiens utilisaient des symboles pour représenter leur foi, comme le poisson et le pain, comme sur ces stèles funéraires du IIIe siècle. Puis petit à petit, Jésus est représenté sous la forme d'un enfant porté par sa mère, ou un jeune homme sans barbe habillé de façon gréco-romaine. Comme par exemple cette image de la scène du paralytique, datée de 235, retrouvée en Syrie. Ou, très souvent, comme le bon berger portant une brebis dessinée dans les catacombes de Rome. Puis, lorsque la religion chrétienne est autorisée dans l'Empire romain en 313, l'apparence du Christ évolue. Il porte une barbe et des cheveux longs, comme sur ce Christ en majesté du milieu du IVe siècle, découvert dans les catacombes de Saint-Marcellin et Pierre à Rome. Ou ce Christ barbu des catacombes de Comodie à la fin du IVe siècle. En parallèle, cette représentation d'un Christ barbu aux cheveux longs deviendra progressivement la référence
dans l'Empire romain d'Orient, comme cette icône du Christ Pantocrator du VIe siècle au monastère Sainte-Catherine au Sinaï. Le Christ Pantocrator de l'art byzantin sera une source d'inspiration pour l'iconographie du Christ sur l'Occident médiéval, à l'image du Christ en majesté du XIIe siècle à Berzé-la-Ville, près de Cluny. Mais à partir du VIe siècle, le visage du Christ n'évolue plus. Il sera toujours représenté de cette manière-là. Alors parfois, certaines peintures permettront d'obtenir un visage très réaliste, comme celle inspirée du linceul de Turin par exemple. À gauche, vous avez une peinture, au milieu, c'est une représentation faite à partir d'une représentation en 3 dimensions. Et à droite, également une peinture. Mais, en 1902, Paul Vignon nota qu'une dizaine de traits similaires entre le visage de l'homme du linceul et les différentes représentations du Christ depuis le XVIe siècle permettaient d'avoir certaines correspondances. Je ne vais pas toutes les détailler, mais on voit ici, donc vous avez à droite Paul Vignon qui note des traits caractéristiques de l'homme du linceul, et à gauche, donc une représentation du Christ qui date du VIe siècle, où beaucoup de ces traits sont concordants. Et on retrouve ça sur toute l'iconographie de l'image du Christ à partir du VIe siècle. Donc on va passer maintenant à l'histoire du linceul de Turin. Donc je vous disais tout à l'heure que la datation carbone 14, faite en 1988, date du linceul entre 1260 et 1390. L'histoire officielle de ce linceul commence justement aux alentours de 1357 en France, donc pile dans la période de la datation. Pourtant, certains historiens ont découvert des textes et des miniatures qui pourraient dater le linceul avant l'an 1200, contredisant ainsi la datation au carbone 14. D'autres historiens, par contre, émettent l'hypothèse que l'image du Christ sur une serviette datant du VIe siècle sera en fait le linceul de Turin plié de telle sorte que seul le visage apparaîtrait. Mais cette hypothèse est très contestée, on verra ensuite pourquoi. Donc on va passer rapidement en revue l'histoire de ces 2 reliques. Donc on considère souvent que le premier détenteur du linceul de Turin est le chevalier Geoffroy Ier de Charny, mort en 1356. Mais là où l'histoire du linceul commence mal, c'est que ce chevalier fait mention dans aucun document qu'il est en possession de ce linceul. Il y a seulement 2 sources officielles et retrouvées qui permettent d'affirmer que ce linceul date de cette période. Il y a d'abord une médaille représentant le linceul avec l'image du Christ, donc de dos et de face, et qui porte les armoiries à gauche de Geoffroy de Charny et à droite de sa femme Jeanne de Vergy. Donc ce médaillon qui est actuellement à Paris, au musée de Cluny, date d'avant 1453. Mais on peut en déduire donc qu'avant cette date-là, des ostensions du linceul de Turin, du linceul tel qu'on le connaît actuellement, étaient faites par Jeanne de Vergy. Et il y a aussi le mémorandum de l'évêque Pierre d'Arcy. Alors Pierre d'Arcy, c'est un prêtre qui, vers 1389, dit que le linceul qui est exposé à Liray est un faux, et qu'il a retrouvé le peintre qui l'a habilement peint. Mais en 1390, malgré ces plaintes, cet évêque demande au pape d'arrêter les ostensions, en prétextant justement que c'est un faux habilement peint. Mais le pape accorde des indulgences aux pèlerins qui viennent voir l'image et condamne l'évêque au silence perpétuel. Pour l'Église, l'affaire est close. Rapidement, donc en 1453, le linceul passe de Liray à la famille de Savoie, il est vendu. Il passe en 1578 à Turin, puis il est légué en 1981 au Vatican. Donc comme on vient de le voir, la datation au carbone 14 et l'histoire officielle concordent. Donc nous allons voir maintenant ce qui permet d'affirmer que le linceul date d'avant 1357.
Donc c'est le codex de prêt. Donc ce codex est un manuscrit qui date entre 1192 et 1195. Dans ce codex, il y a deux miniatures qui nous intéressent particulièrement. Sur la première miniature, on va la voir en détail, le Christ est représenté nu et les bras croisés permettent de cacher sa nudité. Il y a également les pouces qui ne sont pas représentés sur le codex de prêt. Également sur le linceul de Turin, on ne voit pas les pouces de l'homme du linceul. On ne voit que 4 de ses dos. La deuxième miniature est plus significative. On voit une sorte de linceul déplié avec sur une partie des traits irréguliers en forme de pyramide qui rappellent le tissage en chevron du linceul. On voit également 2 traînées rouges qui ressemblent à des traces de sang. Le sang ne manque pas sur le linceul de Turin. Mais le plus exceptionnel, ce sont 2 séries de ronds. Une série de ronds en forme de L et une autre série de ronds en forme de P. Donc, vous les voyez sur le codex de prêt, donc en haut à gauche. Donc ces ronds n'ont pas de signification artistique. Ils sont dessinés ici parce qu'ils ont été vus ailleurs. On voit sur le linceul de Turin des trous dans le linge qui sont des brûlures rondes ayant la même forme que les ronds sur le codex. Le rapprochement paraît évident. Vous avez en haut à gauche donc le détail des ronds sur le codex et à droite les brûlures qui se trouvent sur le linceul de Turin. Ce codex permet d'affirmer que le linceul de Turin a été vu au moins en 1192. Il y a un deuxième indice qui permet de le dater avant 1260. C'est en 1204 à Constantinople, lors de la 4e croisade, le chevalier Robert de Clary rapporte avoir vu à l'église Sainte-Marie des Blachernes le linceul où notre Seigneur fut enveloppé, qui chaque vendredi se dressait tout droit, si bien qu'on pouvait y voir la représentation de notre Seigneur. Ce qui permet d'affirmer qu'à Constantinople, en 1204, il y avait un linceul avec l'image du Christ. Mais ce linceul disparaît en 1204 après le pillage de la ville par les croisés. Donc on va voir l'hypothèse qui permet, selon certains historiens, de dater le linceul au moins du VIe siècle. Il s'agit de l'image d'Édesse, comme vous pouvez le voir actuellement. Donc cette image représente le visage du Christ sur une serviette. Donc ce visage est représenté, ce qui est important de noter, sans tache de sang ni blessure. Donc cette image fut associée à la légende du roi Abgar. Donc le roi Abgar était malade, donc c'est une légende, et demande au Christ de venir le visiter pour le guérir. Au IVe siècle, on parle d'abord d'échange de lettres entre le Christ et Abgar. Puis la légende évolue. En l'an 400, on parle désormais d'un visage peint sur une serviette que le Christ aurait donné à un disciple du roi Abgar, puisque ce dernier, ne pouvant se déplacer, demanda à un de ses disciples d'aller peindre le visage du Christ. Et la légende évolue encore au VIe siècle pour parler d'une image créée par Dieu et non faite de main d'homme. Donc on voit bien, on parle d'abord de l'être, puis d'une image peinte, puis d'une image miraculeuse, pour l'image d'Édesse. Les actes d'Adée, écrits donc entre 609 et 1626, parlent d'un linge plié, doublé en 4, qui fut donné à l'envoyé du roi Abgar. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça voudrait dire que cette simple serviette où le visage apparaîtrait serait en fait un tissu beaucoup plus grand. Le 15 août 944, l'image d'Édesse est transférée à Constantinople. À cette occasion, un des évêques de Constantinople prononce une homélie sur l'arrivée de cette image. Mais les historiens ne sont pas d'accord sur les traductions. Donc, on voit, donc j'ai fait un résumé de cette homélie. L'évêque parle du reflet de la forme, c'est-à-dire de l'image d'Édesse, qui est embellie par les gouttes de son propre flanc. Alors, il y a deux interprétations selon les historiens. Là-bas et ici désigneraient en fait 2 reliques. Une, l'image d'Édesse, et l'autre, un tissu, une autre relique
ayant une image et du sang, d'où le terme là-bas du sang et de l'eau. Mais pour d'autres historiens, en fait, l'image d'Édesse serait en fait le linceul de Turin plié en 8 pour ne faire apparaître que le visage. Voilà, c'est une hypothèse. Du Xe au XIIIe siècle, on a quelques rares textes qui parlent, qui décrivent les reliques qui étaient à Constantinople à cette époque. Donc, je ne vais pas tout vous lire. Donc il faut savoir qu'à Constantinople, c'était l'Empire byzantin, il y avait énormément de reliques du Christ et des saints. Et on parlait souvent d'un linceul, on parlait de l'image d'Édesse, et souvent on parlait des deux en même temps. Et certains textes qui ont été retrouvés récemment par des historiens permettent de dire que l'image d'Édesse, celle où on ne voyait que le visage, était en fait l'image du corps entier. Mais là encore, les historiens ne sont pas d'accord sur les traductions. Puis, on voit que l'histoire bascule en 204 quand les croisés attaquent Constantinople et pillent la ville pour ramener souvent les reliques et tout ce qui avait de valeur. Donc le linceul qui est vu par Robert de Clary en 1204, le linceul disparaît. Tandis que le mandilion c'est l'image d'Édesse, où il n'y a que le visage, apparemment échappe au pillage. Plus tard, en 1242, Saint Louis achète des reliques à l'empereur byzantin, dont, parmi ces reliques, une toile insérée dans une table. En 1534, il y a un inventaire qui est fait à la Sainte-Chapelle à Paris, et on découvre justement qu'une toile insérée en la table est faite avec la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça pourrait être ce mandilion de Constantinople. Mais cette toile disparaît à la Révolution, alors que le linceul, lui, apparaît en 1357 à Lyon. Alors on voit ici qu'il y a un trou historique entre 1204 et 1357 pour le linceul de Turin, et certains historiens émettent des hypothèses. Le linceul, en fait, aurait été la propriété des chevaliers de l'ordre du Temple, les Templiers. Une historienne a découvert des documents qui disent ceci. En 1287, un Templier évoque un tissu de lin portant l'image d'un homme dont il fallait embrasser les pieds 3 fois. Mais là aussi, les historiens ne sont toujours pas d'accord sur les traductions à faire. Une deuxième hypothèse qui ferait du roi Philippe VI aurait donné à Geoffroy de Charny une toile, mais cette hypothèse n'est basée sur aucun document. Et enfin, la dernière hypothèse, c'est celle d'Othon de la Roche. Ce serait lui qui aurait volé justement en 1204 le linceul qui a été vu à Constantinople, puisqu'une plainte en 1205 demande la restitution du linceul où fut enveloppé notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce linceul serait à Athènes. Othon de la Roche était justement le duc d'Athènes. Il faut noter surtout que Othon de la Roche a eu une descendance, et cette descendance, l'une de ses descendances était justement Jeanne de Vergy, la première qui a fait les ostensions du linceul en 1357. On peut affirmer que le linceul de Turin date au moins de 1192, grâce au Codex de Près. Et les hypothèses qui permettraient de le faire remonter au VIe siècle, c'est celle de Ian Wilson. Donc on voit l'image d'Édesse avec seulement le visage aurait été en fait le linceul plié de telle façon qu'on ne voyait que le visage, ce qui permettrait de le faire remonter au VIe siècle. Dernier résumé, donc les deux reliques, en bas l'image d'Édesse qui part à Paris et qui est détruite, qui disparaît à la Révolution, et en haut le linceul qui était en 1204 à Constantinople, qui disparaît en 1204 et qui réapparaît en 1357. J'en ai fini avec l'histoire du linceul, on va passer maintenant aux études médico-légales. Les médecins légistes ont fait des études à partir donc des images et des photos prises directement sur le linceul de Turin. Après avoir subi des coups et une flagellation romaine, certaines blessures font évidemment penser à une crucifixion romaine. Et l'homme du linceul aurait gardé la position qu'il avait sur la croix au moment de sa mort, jusqu'à ce qu'il soit enveloppé dans ce linceul. Donc on peut voir la position qu'il avait au moment à gauche sur la croix,
et la position qu'il avait ensuite dans le linceul de Turin. Alors pourquoi il a gardé cette même position? Puisque les médecins légistes ont estimé qu'il avait, suite aux différentes tortures qu'il a subies, gardé la rigidité cadavérique, c'est-à-dire une position très rigide pendant plusieurs heures, tout de suite après la mort. Normalement, cette rigidité cadavérique apparaît plusieurs heures après la mort, mais due aux violences qui ont été faites, cette rigidité cadavérique est apparue tout de suite. Donc ce qui fait qu'il a eu cette position un peu repliée au niveau quand on l'a enveloppé dans le linceul. Alors pourquoi on affirme ça? Parce que si vous prenez le linceul de Turin, il y a une différence de taille entre la face ventrale et la face dorsale. Cet homme ne peut pas avoir de taille différente. Donc ils ont pu l'expliquer justement du fait que cet homme était un petit peu replié sur l'avant et le linceul, en le recouvrant, l'image a été faite ainsi. C'est pour ça qu'il y a une différence de taille entre la face ventrale et la face dorsale. Ensuite, au niveau des contusions du visage, les médecins légistes ont trouvé une fracture du cartilage nasal et une déviation de la cloison nasale, une tuméfaction de la base du nez et une tuméfaction de la joue. Au niveau des marques des mains, pardon. Donc ça, c'est la main gauche. On voit qu'il y a une plaie ou un orifice qui saigne au niveau du poignet. Alors, un peu plus en détail, vous avez en bas la représentation traditionnelle comme on peut voir ici par exemple sur cette croix. Normalement, les clous sont au niveau, à l'intérieur des paumes de la main. Or, pour le médecin légiste Pierre Barbet, le clou en fait était au niveau du poignet. Il y a une deuxième hypothèse, le clou aurait été en fait enfoncé au niveau du haut de la main. Ce qu'on voit sur le linceul, c'est l'orifice de sortie du clou. Quand le clou rentre, on va dire dans la région du poignet, il touche le nerf médian. C'est très douloureux, fait se rétracter le pouce automatiquement. C'est pour ça que sur le linceul, on ne voit que les 4 doigts de l'homme du linceul. Ensuite, au niveau des pieds, on ne voit que la plante du pied droit. Pareil, il y a un orifice de sortie où le sang a coulé. Donc il y a une hypothèse qui est faite, ce serait un ou plusieurs clous qui auraient été plantés au niveau des pieds. Donc il y a 2 coulées, une coulée verticale et une coulée horizontale. Pourquoi c'est important? Ça permet d'affirmer que l'homme du linceul a saigné alors qu'il était en position verticale, et la coulée horizontale permet d'affirmer que ensuite le sang est retombé, ce qui voudrait dire que l'homme du linceul a été enveloppé dans son tissu, dans son linceul, en position donc horizontale. Alors rapidement, au niveau du visage, il y a aussi des coulées de sang qui ont été faites, que l'on peut constater sur la chevelure, mais après examen en 3D, on constate que ces coulées de sang étaient en fait au niveau du front, des tempes et de la joue. Alors je parlais de couronne d'épines, en fait c'est plutôt un casque d'épines, parce qu'à gauche vous avez l'arrière de la tête de l'homme du linceul, il y a des coulées de sang, ça correspondrait donc en fait à un casque d'épines plutôt qu'à une couronne. Au niveau du côté, on constate une plaie d'environ 4,5 cm sur 1,5 cm. Alors cette plaie coule de manière verticale, puis on la retrouve derrière, on voit la même coulée de sang qui est faite au niveau des reins. Détail très intéressant, on voit ici un halo de sérum, ce qui voudrait dire que c'est bien du sang humain qui a imprégné ce tissu. Et donc que ce n'est pas une peinture en fait, tout simplement. Au niveau de la flagellation recouvre environ 65% du corps. Il y a environ une centaine d'impacts. Elle a été faite par 1 ou 2 bourreaux. On voit en haut à droite donc un détail de cette flagellation. On voit des traces qui font à peu près 3 cm et qui ont une forme d'haltère et des traces de lanière en fait. Alors ça pourrait correspondre à un flagrum romain. Les Romains utilisaient plusieurs types de fouets pour la flagellation. Alors il faut savoir que la flagellation, dans le cas de l'homme du linceul, est un supplice quasi mortel. Pourquoi? Parce qu'elle provoque des lésions profondes au niveau des muscles et au niveau des organes. Pour les muscles,
Il y a des contusions musculaires multiples. Lorsque cette flagellation a été faite, dans le sang, il y a des produits toxiques qui ont été répandus dans le sang, dont la bilirubine. Ah, on va voir pourquoi je précise ça. Au niveau des organes, la flagellation provoque aussi probablement un saignement de la plèvre. Donc en conclusion, l'homme du linceul, lorsqu'il sort de cette flagellation, on voit une centaine d'impacts, il est quasiment en train de mourir. Ce n'est pas la croix qui l'a fait mourir, c'est plutôt la flagellation. Et les médecins légistes ont conclu qu'il a dû mourir par un choc hypovolémique ou par asphyxie. Donc un choc hypovolémique, en fait, c'est l'accumulation des tortures qu'il a reçues. La flagellation, la couronne d'épines, et puis l'épuisement sur la croix. Au niveau du coup de lance, il a été fait post-mortem. Ce n'est pas ça qui l'a tué. On va passer maintenant à l'étude de l'image en elle-même. Alors, le tissu, c'est un tissage en chevron. C'est du lin pur. Donc j'insiste là-dessus. Le linceul de Turin est fait à partir de lin. Il y a quelques traces de coton qui ont été faites, mais en surface. Il n'y a pas de laine non plus. Alors en 1978, le Vatican autorise un groupe de scientifiques à faire des prélèvements directement sur le linceul, à faire des photos, des analyses et tout ça. Donc c'est le STURP. Ils vont ensuite publier leurs résultats dans des revues scientifiques et c'est actuellement et toujours une référence au niveau de ce qu'on sait sur le linceul de Turin. Alors, leurs résultats, on sait que l'image n'est pas faite à partir de pigments. Ce n'est pas une peinture. Et l'image n'est pas non plus faite à partir de substances ajoutées au tissu. L'image résulte d'un processus de déshydratation et d'oxydation des fibres de lin. Et pour l'instant, on n'arrive pas à reproduire l'image. J'explique. L'image du linceul, c'est comme si les fibres de chaque fil étaient légèrement brûlées et déshydratées. On peut dire que l'image du linceul a été produite directement par le tissu lui-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté au tissu, c'est vraiment le tissu qui est... Alors les fibres, pas les fils, les fibres sont légèrement brûlées et déshydratées. Voilà ce qu'est en fait l'image du linceul de Turin. Ce n'est pas une peinture, c'est une déshydratation. Actuellement, comme en 1978, on ne sait toujours pas qu'est-ce qui a provoqué cette image. On sait ce que c'est, mais on ne sait pas comment elle a été faite. Alors il y a deux caractéristiques au niveau de l'image qui sont essentielles. Il y en a une dizaine, mais on va en voir que deux. La tridimensionnalité et la superficialité. En 1976, deux scientifiques de la NASA utilisent leur matériel pour analyser l'image du linceul. Ils utilisent le VP8, c'est-à-dire ils prennent un objet et en fonction de la lumière qui est émise par l'objet, ils peuvent connaître son relief. D'accord ? Donc si le VP8 voit du noir, pour lui, c'est un objet qui a un creux. S'il voit jusqu'à une luminosité très forte, c'est un objet qui a un relief. Dans le cas d'une peinture, si on passe une peinture au VP8, lorsque on voit des zones sombres, comme les cheveux, le nez, enfin l'ombre sous le nez ou l'ombre sous le cou, le VP8 analyse ça comme des creux. Vous voyez, l'image au VP8, ce sont des creux. Si c'est des zones claires, il analyse ça comme un plateau, comme un relief. Mais justement, le problème, c'est que une photographie, alors c'est pareil pour une photographie. L'image, en fait, vous voyez celle de droite, c'est pas une image en 3D. En fait, il n'y a pas de relief. C'est soit plat, soit un plateau. D'accord ? Il n'y a pas un relief réel. Pourquoi ? Tout simplement parce que la photo et la peinture, ce ne sont pas des images, ce ne sont pas des objets en 3D. Donc, pour le VP8, c'est soit plat, soit haut, c'est pas entre les deux. Donc, on obtient une image 3D déformée. Lorsqu'on passe l'image du linceul de Turin au VP8, là, on a un vrai 3D, alors que l'image est posée sur le tissu. Elle est en 2 dimensions, comme une photo, on peut dire, comme une peinture. Mais lorsqu'on passe au VP8, on voit réellement, vous voyez là les mains, le corps en haut, le visage, on reconnaît bien le nez,
vous voyez en haut à gauche, on voit bien la tuméfaction d'un joue. Donc c'est un véritable objet 3D qui est imprégné sur le linceul. Alors, on va dire c'est impossible, puisque c'est une image qui est posée sur un tissu. C'est impossible, sauf si on admet que c'est le corps lui-même qui a émis cette lumière, cette information de troisième dimension, de 3D. Et cette information, c'est celle-ci. Quand l'image a été produite, pour le VP8, il y avait une distance entre le corps et le linceul. D'accord? C'est une information de distance. Et donc le VP8 arrive à reconnaître cette information-là. Et donc pour lui, il ressort une image en 3D. Pour lui, ce qu'il analyse, c'est vraiment une image en 3D. C'est fait à partir d'un objet en 3 dimensions. Donc c'est assez exceptionnel. On ne retrouve ça sur aucune peinture, aucune photographie. Ensuite, au niveau de l'image, on va parler de la superficialité. Je vous expliquais que l'image est comme posée sur le tissu. Il n'y a qu'une seule couleur au niveau de l'image, on va dire le jaune paille. Et l'intensité de la couleur, parce qu'on voit des zones qui sont plus denses que d'autres, en fait, elles sont faites parce qu'il y a plus ou moins de fibres, les unes à côté des autres, qui sont colorées. D'accord ? En haut, à droite, vous avez la représentation d'un fil de lin. Et vous voyez qu'un fil est composé de dizaines et dizaines de fibres. Or, l'image, elle est sur quelques fibres de chaque fil. On voit les fibres colorées à droite, à gauche, on voit une fibre. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'image, la coloration, ne se trouve en plus que sur l'extérieur de chaque fibre. Elle ne pénètre pas à l'intérieur de la fibre. L'épaisseur de la coloration fait entre 2 et 4 microns d'épaisseur, alors qu'une fibre fait environ 20 microns. Ça démontre, si vous voulez, que c'est extrêmement, extrêmement fin. Alors, concernant le sang, on peut voir sur cette image qu'il est complètement différent de l'empreinte du corps. On voit bien que c'est du sang qui a imprégné le tissu. Il est en amas dans certains endroits, il est fait en coulée dans d'autres. Des chercheurs ont mis en évidence certaines caractéristiques de ce sang. En l'analysant, ils ont retrouvé donc de la porphyrine, du fer, de l'hémoglobine, des protéines, alors que l'image n'est pas faite de protéines. Ils ont trouvé aussi de l'albumine et des quantités anormalement élevées de bilirubine. Vous voyez le terme tout à l'heure. Pourquoi c'est important? Parce que les médecins légistes disent, à la suite de la flagellation, forcément, il a dû avoir beaucoup de bilirubine, c'est une toxine qui est dans le sang, dès qu'il y a des traumatismes sévères, et c'est confirmé par les analyses du sang. Donc il y a une parfaite concordance avec les études médico-légales. Alors je vais passer maintenant à la dernière partie, qui est celle du carbone 14. Donc en 1988, le Vatican autorise le découpage d'un échantillon du linceul afin de le dater avec la méthode du carbone 14. Alors cette méthode nécessite que l'échantillon qui est prélevé soit homogène et représentatif du linceul entier. C'est-à-dire qu'il soit fait de la même matière, forcément, qu'il ait les mêmes caractéristiques au niveau du tissage, du poids, etc. Pendant de longs mois précédant le prélèvement, il y a un protocole qui est établi pour savoir où on va prendre ce bout de tissu. Le STURP, qui connaît très bien le linceul, puisqu'il l'a étudié en 1978, propose un protocole. Normalement, il y a une proposition pour que 7 laboratoires différents utilisent la datation, que des analyses textiles soient faites avant le prélèvement, ce qui semble normal, et on propose donc Madame Fleury-Lambert, qui connaît bien le linceul et qui est une experte mondiale. Et là, on ne sait pas pourquoi, en 1987, c'est le coup de théâtre. Les autorités de Turin décident d'écarter le STURP. Ils ne retiennent que 3 laboratoires sur les 7. Ils mettent de côté Madame Fleury-Lambert pour remplacer par 2 experts textiles qui ne connaissent pas le linceul. Alors malgré les protestations des laboratoires du STURP, le prélèvement est fait le 21 avril 1988. Et on discute seulement 2 heures avant le prélèvement pour savoir où on va le prélever. Alors pourtant, malgré tout, le découpage se fait, la datation est faite dans les règles de l'art. Ça se fait sous surveillance vidéo. Il y a donc 3 laboratoires qui sont utilisés pour cette datation. Donc c'est le professeur Ricci. Il remarque des fils étranges d'origine différente qui sont présents
parler dans quelques minutes. Personne ne bouge. On continue après le potentiel. Et justement, ce petit tissu qui est prélevé, il ne fera pas partie de la datation. Quand il tient, il y a des fils bizarres, on ne comprend pas. On le met de côté. Donc ensuite, l'échantillon est découpé à environ 2 cm de la zone de Gilbert-Raes, que j'appellerais la zone Raes. Vous voyez l'échantillon qui est prélevé en haut à droite. Donc il est très proche des deux autres zones où il y a des fils d'origine différente. Il est découpé en deux. Il y a une partie en bas qui est réservée aux autorités de Turin. Et la partie du haut est découpée en 4 sous-échantillons. Les sous-échantillons, on va le voir, il y en a un pour le laboratoire d'Oxford, enfin deux pardon, un pour le laboratoire d'Oxford, un pour celui de Zurich et deux pour celui de l'Arizona. Or, le laboratoire d'Oxford, quand il prend son échantillon, il remarque des fibres de couleur jaune qui ressemblent à du coton. Et là, on connaît le résultat. Le linceul est daté à partir de ces différents échantillons entre 260 et 1390. Voilà, c'est bon, c'est fini, vous rentrez chez nous, on sait que le linceul est médiéval. Mais si on regarde un peu plus près, vous voyez les différentes dates. Alors, en plus, ce sont des moyennes, les différentes dates de l'échantillon donné à chaque laboratoire. Pour l'Arizona, il trouve que son échantillon, il a 2 échantillons. Il y en a un qui date de 238, il y en a un de 1430. Ce qui voudrait dire qu'un petit bout comme ça a été tissé à 2 siècles de différence. Ça étonne personne. Normalement, c'est une statistique qui est trop importante. En plus, dans le rapport des résultats, il y a Oxford qui dit ceci. Oxford remercie le professeur South pour l'examen et l'identification du coton trouvé sur l'échantillon du linceul. Puis, dans ce rapport-là, il y a un chiffre qui est important. On remarque que le taux de significacité est de 5%. J'explique. Ça voudrait dire qu'il y a 95% de chances que la différence des résultats trouvés ne provienne pas d'une imprécision des appareils. Si ça ne vient pas d'une erreur des appareils, c'est que ça vient du tissu. Mais bon, il n'y a toujours pas de réaction. Ah si, en 2011. Alors que la datation est faite en 2011, Timothy Joule, qui avait participé à l'analyse avec le laboratoire justement de l'Arizona, il dit un tel niveau, c'est mauvais. Normalement, avec un tel résultat, je refais des mesures. Il est clair qu'il y a eu un problème en 1988 avec le traitement statistique. Mais du côté des autorités de Turin, rien ne bouge. Alors, en 2000, il y a 2 personnes, Soubenford et Jean Marino, qui émettent une hypothèse justement sur cette zone. Ils disent que c'est en fait, s'il y a un problème, c'est que cette zone est une réparation médiévale. Alors, c'est une technique qui a été justement maîtrisée au XVIe siècle par les tissants. C'est une réparation qui est dite invisible. Alors, la hypothèse arrive aux oreilles de Raymond Rogers. Raymond Rogers, il a étudié le linceul en 78, c'est un chimiste réputé. Il travaille dans un laboratoire. Et en 88, quand il reçoit la datation, quand il reçoit les résultats, il dit la seule médiévale, ok, pas de problème. Et quand en 2000, il entend parler de cette hypothèse de réparation médiévale, il dit moi, en 5 minutes, je peux prouver l'absurdité de cette réparation, de cette hypothèse. Alors pour cela, il a avec lui des échantillons. Il a des échantillons de la zone prélevée en 73 par Gilbert-Raes. Il a quelques fils de la zone du milieu de l'échantillon carbone 14, et il a des fibres d'un peu partout du linceul, parce qu'il a prélevé des fibres en 78. Et il a aussi des fibres de la toile de Hollande, cette toile qui a été faite en 1534. On connaît bien ça. Donc il a tout ce qu'il faut pour analyser tout ça. Il passe des heures et des heures à analyser tous ces fils, et puis il arrive à cette conclusion. Et bien, ils avaient raison. Dans les fibres qui sont au niveau de la zone de Gilbert-Raes et de la zone carbone 14, ils trouvent du coton, pas en surface, dans les fibres.
alors que le linceul est fait de lin pur. Il trouve aussi une texture sur les fibres, alors que c'est le seul endroit sur le linceul où il y a une sorte de teinture, et qui se trouve juste à l'extérieur, au-dessus des fibres. Et il trouve aussi la vanilline. Alors la vanilline, c'est un composant des fibres de lin. La vanilline, elle se décompose avec le temps. Alors sur les fils de la zone carbone 14 et l'AS, il trouve beaucoup de vanilline. Et sur les fils qui sont juifs antiques, il n'en trouve pas. Donc il déduit automatiquement que la zone carbone 14 et l'AS est récente. Donc il publie ses résultats en 2005 et il conclut donc que l'échantillon radioactif carbone ne fait pas partie du tissu original et n'est pas valide pour la datation du linceul. Alors ces hypothèses sont confirmées notamment par un laboratoire aux États-Unis qui ont en leur possession quelques fils plutôt, donc un fil qui, lorsqu'il le passe sous vide pour l'analyser, ce fil naturellement se détache en deux. Et il découvre à l'intérieur de ce fil une sorte de petit tube en résine qui permettait de lier le fil, les deux parties du fil. Donc c'est ce qui prouve qu'il y a bien eu une intervention volontaire à ce niveau-là. Il trouve aussi, donc ce laboratoire trouve aussi une grande quantité de coton intimement lié aux autres fibres du tissu. Il y a aussi donc un des fils de RAES qui a été analysé par Thibaut Burger, donc c'est avec lui que j'ai préparé cette conférence. Il a analysé, donc on voit en haut à gauche le fil qu'il a analysé, il décortique fibre par fibre le bout de fil. Alors le fil fait à peine 1 cm de long. Et il trouve environ 10 à 20% de fibres de coton intimement liées aux fibres de lin. Alors, tout ceci pour dire que c'est certainement un mélange volontaire. Malgré tout, Madame Julie Lambert dit, elle, que cette réparation, elle n'a pas pu passer à côté. Puisqu'elle a fait la restauration en 2002, elle a bien regardé le tissu, elle dit, moi, j'ai rien vu. C'est pas possible, je ne suis pas passé à côté de ça. Pourtant, les analyses chimiques et les analyses textiles montrent qu'il y a bien un mélange volontaire. Donc la solution, ça serait tout simplement de dater, de refaire une datation dans plusieurs endroits, faite par des scientifiques de plusieurs disciplines, après, forcément, analyse textile. Affirmer que cet objet est l'authentique linceul mortuaire de Jésus de Nazareth demande un niveau de preuve bien plus élevé que n'importe quel autre objet historique ou archéologique. Les arguments contre l'authenticité existent et doivent être pris au sérieux. La principale est celui-ci. Enfin, le principal, est celui-ci. C'est bien sûr la datation au carbone 14 et l'apparition historiquement documentée de celui-ci coïncide. Il s'agit d'un objet médiéval pour ces deux méthodes, pour le carbone 14 et pour l'histoire certaine. Pourtant, si on prend le point de vue historique, on peut sans se tromper affirmer que le linceul fait son apparition au moins en 192, grâce au codex de Prague, ce qui contredit déjà la datation carbone 14. Mais il n'est toujours pas possible de faire remonter au VIe siècle selon l'hypothèse de Jan Wilson. D'un point de vue purement scientifique, on peut quand même affirmer des choses en 2012. On peut affirmer qu'il s'agit probablement d'un tissu antique grâce à son mode de tissage. Pour l'instant, l'origine de l'image, on ne sait pas qu'est-ce qui a provoqué cette image. Donc son origine est pour l'instant inconnue. On ne sait toujours pas la reproduire. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais aucune n'arrive à reproduire l'ensemble des caractéristiques. C'est pour ça que c'était important de voir la tridimensionnalité et la superficialité, parce que ce sont deux caractéristiques qui sont propres au linceul de Turin. Si vous voulez refaire un linceul, il n'y a pas de souci, moi j'ai déjà essayé, on n'arrive pas à avoir une image 3D en fait. On sait par contre comment est faite cette image. On sait que c'est une déshydratation et l'oxydation des fibres de lin. On sait aussi que c'est bien un homme qui a saigné dans ce tissu. Et on sait maintenant que l'échantillon daté en 88 est invalide puisqu'il ne représente pas l'ensemble du linceul de Turin.
d'un homme supplicié comme décrit dans les évangiles canoniques, et une nouvelle datation Carbone 14 est nécessaire. Il est surtout vital pour l'avenir des recherches sur l'objet le plus mystérieux de toute l'histoire que de nouvelles analyses soient autorisées sur le linceul ou dans un premier temps sur les échantillons prélevés lors de la restauration en 2012. Mais l'Église seule peut l'autoriser. Et des demandes en ce sens attendent sur le bureau du Vatican, puissent-elles un jour aboutir. Le linceul de Turin, l'histoire du linceul de Turin ne s'est pas arrêtée en 1988. Donc, la question de son authenticité reste ouverte. Merci. Je sais que ça a été dense, c'est un sujet qui est complexe. Il y a 2 livres que vous pouvez vous procurer. Le premier livre, celui du haut, reprend un petit peu l'ensemble de ce qu'on a vu. Et je dirais qu'il est plus accessible. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas le linceul, si vous voulez plonger là-dedans, celui du haut reprend vraiment tout ce qui est science, histoire, iconographie, les évangiles et tout ça. Il y a un deuxième livre qu'on a. Donc, j'ai coécrit ce livre avec Thibaut Inloger. Le deuxième livre, lui, reprend quelques détails, mais de manière plus précise, notamment tout ce qui est au niveau historique et les hypothèses sur les Templiers. On reprend l'affaire du Carbone 14. Donc là, je vous ai décrit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, mais là, ça sera plus en détail. Alors, il y a, pour ceux qui sont un peu experts, une reprise au niveau chimique de l'analyse du sang et de l'image, et des résultats de Thibaut Inloger au niveau de ce qu'il a analysé. Et on parle aussi des lettres qu'on aurait retrouvées autour du visage de l'homme du linceul. Ça, c'est une hypothèse. Enfin, dernier point, pour ceux qui préfèrent les romans, j'ai écrit donc un roman sur le linceul de Turin, fait à partir des données scientifiques. Mais ça reste, c'est un roman, c'est une histoire, une aventure. Je vous laisserai donc un extrait qui est disponible. Alors, ce livre n'est disponible qu'en numérique. Vous avez un extrait sur mon site internet, vous avez des petits documents devant vous si vous voulez reprendre l'adresse du site. Il est disponible sur iPad, iPhone et sur Kindle. Et aussi sur Mac et PC. Vous voyez sur mon site internet, j'ai un extrait de. Et bien sûr, les sites internet, le mien, linceul-turin.com, où j'essaie de le mettre à jour le plus souvent possible. Il y aura bientôt cette année, normalement, un article qui reprend l'histoire du linceul et du Mandillon. J'espère pouvoir vous faire voir comment on crée un faux linceul. C'est un projet. Et il y a le site internet de Thibaut Inloger, qui est plutôt, où il y a des articles scientifiques, ses propres articles sur les sciences.